Bonjour à tous, je suis Kevin Luengo, bienvenue sur la chaîne Seed of Investigator. Nous allons parler aujourd'hui du sujet ufologie, mais dans son grand ensemble, le paranormal qui inévitablement fait partie de l'ufologie aussi. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Steve, qui est un puits de science, qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui mérite grandement la parole. C'est aussi un présentateur de Zone Parallèle, mais je vais le laisser se présenter. Et puis, nous allons dérouler. Ça va être une discussion aujourd'hui ouverte, pas spécialement sur les abductions, mais on y viendra sûrement et ce sera un sujet abordé. Donc, salut Steve. Salut. Merci de me recevoir à ta chaîne. C'est très apprécié. Puis, on va pouvoir parler à tes auditeurs, les gens qui te suivent. Probablement, parmi les gens, il y en aura quelques-uns qui ne me connaissent pas à travers ou un peu mon historique. Donc, je m'appelle Steve Z. Je suis animateur à l'émission Zone Parallèle sur les ondes de CGMD 96.9. Donc, on parle des sujets paranormaux, ufologie et trucs spirituels, un peu qui vont chercher les aspects moins parlés dans la société de l'humanité. Et sinon, pour ma part, moi-même, je suis un expérienceur ayant vécu quelques trucs durant sa jeunesse, puis que ça a totalement bouleversé ma vie. Ça a fait que j'ai tombé, que je suis rendu à l'endroit où je suis là présentement comme animateur. J'ai été enquêteur pour un groupe en ufologie à laquelle je ne fais plus partie parce que j'ai mon bagage de recherche m'emmène dans certaines situations à comment je pourrais dire ça, aller à l'encontre de la façon de faire des enquêtes. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai quitté le groupe. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, d'avoir une étiquette, ça te limite à ces bornes-là. Puis, tu n'es pas en mesure d'aller plus loin. Parce que la majorité des sujets, et particulièrement le sujet paranormal et ufologie, mais c'est un sujet qui baigne dans un contexte. Et si on n'est pas en mesure de prendre en considération le contexte dans lequel il se trouve, on est en train de perdre l'information ou les vraies raisons de pourquoi que le phénomène se produit. Donc, ça fait tellement longtemps qu'on est pris avec une certaine méthodologie qui fait qu'on s'est enfermé dans une boîte, puis on stagne depuis plusieurs décennies à laquelle on fait juste tourner en rond avec la même information, puis on finit jamais par aboutir à trouver un pourquoi, un comment, ou tu sais, pour quelles raisons qui sont là. Mais quand tu le prends dans son contexte, tu vas probablement être étiqueté complotiste, mais ça, c'est pas important. Ça va juste te permettre de voir que le sujet en tant que tel n'est peut-être pas ce qu'on essaie de nous faire croire. Exactement. Moi, d'opinion personnelle, j'ai plus l'impression que c'est de la poudre aux yeux qu'on a. Ça veut pas dire que le phénomène n'existe pas ou qu'il est pas là. C'est juste que la façon qu'on le perçoit, puis de la façon qu'on devrait l'interpréter, on n'est pas en train de le faire de la bonne façon présentement. Exactement. Donc, mais de toute façon, on n'est pas là pour, comment je te disais ça hier, on n'est pas là pour convaincre les gens. Non, on est là pour exposer notre façon de penser, parce qu'après tout, on est libre de penser ce qu'on veut. Exact. Donc, l'ufologie, c'est un sujet qui est extrêmement large. Oui. Et justement, tu vas nous expliquer un peu tout ça un peu plus tard. Oui. Déjà, commence par te présenter. Comment tu as fait pour arriver au paranormal, ton enfance, tes expériences, qui pourraient peut-être aider quelqu'un derrière qui vit les mêmes choses que toi ou qui ont vécu les mêmes choses que toi et mettre le point sur quelque chose par rapport à leur vie. Oui. Ben, je vais faire de mon possible. Je sais pas si les gens, dans mes dires, je vais rejoindre plusieurs personnes ou pas. Parce que mon chemin n'en reste que c'est le mien. Ça veut pas dire que d'autres personnes ont arpenté exactement le même chemin ou sont en train de le faire. Je leur suggère pas nécessairement de suivre mon chemin
parce qu'il est très chaotique. Mais c'était le chemin que j'avais besoin pour en arriver où ce que j'en suis aujourd'hui. Donc, dans ma jeunesse, j'ai eu un être qui s'est manifesté quand j'étais jeune. Et puis, ça a été un événement, tu sais, quand on a 5 ans, on reste perplexe parce que là, on connaît pas encore, on n'est pas conscient de c'est quoi la normalité ou la réalité. Il y a plein de concepts qui nous échappent. On fait juste être dans le moment présent et d'appréhender les choses comme un gamin. C'est fait ce phénomène-là, vu que qui était quelque chose qui sortait de l'ordinaire à ma jeunesse, pour moi, c'était normal ce qui était passé. J'en ai discuté avec ma mère, mais elle l'a vu comme si j'étais en train de rêver ou ça a juste resté minimisé. Sauf que les événements de cette nature-là se sont multipliés, dont des trucs à laquelle que je pensais que tout le monde était capable de faire les mêmes choses, mais c'était juste moi qui les vivais. Puis ça a pris beaucoup de temps avant de me rendre compte comment ça se passait pour moi versus les autres, de rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes. C'est ça. Donc, ça veut dire que ta réalité à toi n'était pas forcément celle des autres. Exactement. Il y avait des sujets de discussion que les enfants n'avaient pas à mon âge et moi, je les avais. Disons que je m'entendais beaucoup mieux avec les gens adultes qu'avec les enfants de mon âge. Parce que les sujets de discussion, c'était pas des petits camions et des G.I. Joe. Je jouais avec mes jouets, oui. Mais quand que des adultes étaient là, je jasais de sujets sérieux. Puis c'était hors de mon âge. Mais est-ce que c'est parce que tu es une vieille âme aussi, peut-être? Potentiellement. Je peux pas avoir la prétention de le dire. Par contre, avec le parcours que j'ai, potentiellement, on pourrait le dire, oui. Je suis une vieille âme parce qu'il y a des trucs à laquelle j'ai l'expérience, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir expérimenté dans cette vie-ci. C'est ça. Par contre, les choses se font par automatisme, comme si je les ai toujours faites. Mes mains savent qu'est-ce qu'il y a à faire, mais je l'ai jamais fait de ma vie. Mais mes mains savent exactement comment se placer, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à toucher. Par intuition, je vais aborder les choses de la bonne façon en partant, mais c'est que par intuition, parce que pour moi, c'est naturel de le faire de cette façon-là. Même si c'est quelque chose que je connais pas, ça me semble normal que ça doit être comme ça. Puis ça donne toujours que c'est la bonne façon de le faire. Fait que c'est l'instinct. Il n'y a rien de plus fort que l'instinct. Exactement. Donc, tu sais, ma jeunesse a été passée un peu comme ça. Déjà qu'en arrivant, moi, je suis né ici à Québec. Mes parents ont immigré ici au Québec, au Canada, à l'époque du coup d'État au Chili. Donc, déjà en partant, j'ai eu une éducation chilienne dans un milieu québécois. Donc, la façon que je me suis mélangé aux autres a été totalement différent. Donc, tu sais, on a toujours une espèce de pollution éducationnelle due au milieu où ce que tu habites. Puis moi, j'ai pas eu cette pollution-là parce qu'à la base, il y avait déjà une barrière parce que j'étais un immigrant. Ouais. Donc, c'est ça qui a fait un petit peu que qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que c'est le fait que je suis un immigrant ou c'est le fait qu'il y a des trucs que je n'explique pas, que je réussis à faire, que les autres sont pas capables de faire? Ou les deux, mon capitaine. Exactement. Mais à l'âge, c'était un processus psychologique que je pouvais pas faire. Ça a pris du temps à passer à travers tout ça avant d'arriver à dire, OK, bon, ben, il y a des choses qui sont un petit peu plus subtiles que je perçois, que le commun des mortels ne perçoit pas. Et le reste fait vraiment partie du choc culturel. Mais la partie qui a toujours prédominé, c'est la partie un petit peu plus subtile. Tu sais, c'est-à-dire, quand tu sais pas que ça fonctionne de cette façon-là, ben, ce que tu vas avoir comme pensée dans ta tête, elles ne sont pas toutes à toi. Il y en a beaucoup que c'est les pensées des autres qui t'entourent, c'est l'énergie dans laquelle tu baignes. Puis d'apprendre à dissocier les deux, ça peut prendre un certain laps de temps.
Donc, tout le monde vit de cette façon-là, mais c'est pas tout le monde qui en est conscient. Puis bien des fois, les gens vont tracer leur vie avec des pensées qui leur appartiennent pas. Mais comme ils se connaissent pas, ils ont jamais vu le subterfuge que c'est l'ambiance à laquelle ils vivent et non pas eux-mêmes profonds qui va vers ces objectifs-là. Moi, dans mon cas, c'est que ces pensées-là qui étaient pas les miennes me dominaient. Et étant hypersensible, ben ça m'a amené vers des chemins vraiment chaotiques. Mais ça m'a permis aussi de pouvoir vraiment tracer la ligne en ce qui est moi versus ce qui est les autres. Puis dans les autres, ben il y a comme deux grandes catégories. Tu as les humains, puis tu as toutes les entités que tu ne vois pas, mais qui sont bel et bien là. C'est juste pour faire une petite parenthèse là-dessus au niveau scientifique, là, juste pour dire que je suis peut-être un farfelu ou tu sais, au niveau de physique des yeux, là, le spectre de la lumière, sur ce spectre-là, nos yeux sont juste capables d'en avoir juste 10%. Là. Il y a 90% du spectre de la lumière à laquelle nos yeux sont pas en mesure de voir. Puis, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent de ce côté-là, à laquelle c'est présent dans notre réalité, mais nous, on n'en est vraiment pas conscient. En fait, pour le commun des mortels. Mais il y a pas mal de gens qui ressentent ces aspects-là, vont leur attribuer différents vocabulaires. Paranormal, ufologie, fantôme, un ange. Mais ça n'en reste... Oui, exactement. Mais ça n'en reste que le phénomène est bel et bien là, mais on n'a aucune certitude sur le vrai vocabulaire qu'on devrait y attacher. Oui, on fait des essais, on fait des présomptions, on se fait de la spéculation, mais on n'a aucune certitude en réalité. Non, c'est sûr, mais après, par exemple, pour les contes et légendes, oui. Là, on bifurque complètement, mais les contes et légendes, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Exact. C'est-à-dire que s'il y a des histoires de fées, d'aliens, d'entités en tout genre, de dragons, de tout ça, oui, il y a des métaphores, mais aussi il y a vraiment des gens qui ont réellement vu quelque chose. Et justement, quand on voit aussi quand les hommes de Néandertal dessinaient une vache, c'est parce qu'ils avaient vu une vache. Exact. Et qui vivaient avec ça, que ce soit des vaches, des chevaux ou n'importe quel animal. Mais il y a aussi des aborigènes, qui ont dessiné des entités avec des grosses têtes, des grands yeux, des soucoupes volantes, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique du Sud, justement, où l'Amérique du Sud est très ouverte aussi sur le sujet ufologique. Oui. Surtout au niveau de l'île de Pâques, il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. Sinon, complètement au sud de l'Amérique latine, c'est un secteur qu'anciennement on appelait la Patagonie. Donc, beaucoup de vestiges de géants. Exact. Donc, tu sais, il y a toute notre surface est remplie de trucs paranormaux et ufologiques, pour prendre ce vocabulaire-là. Mais c'est des trucs à laquelle on doit les mixer vraiment avec tous les sujets. Parce que le vrai point de référence à tous les sujets, c'est l'être humain. C'est nous. C'est le point de référence de tous les sujets. C'est ce qui fait que tu peux pas en prendre un dans le détail et tout mettre ça dans un seul panier. Parce que comme je disais tantôt, ça fait partie du contexte. Puis le contexte fait que ça ramène toujours à nous autres. Il y a des choses qu'on nous cache, il y a des choses que on nous manipule. On voit un phénomène, mais on nous donne un vocabulaire qui est totalement erroné au phénomène, justement pour pas qu'on comprenne ce qui se passe réellement ou dans quelle situation on se trouve réellement. Mais avec les années de recherche, je me rends compte à quel point on veut nous cacher des choses qui sont très, très simples, mais juste qu'on en soit conscient, ça changerait la donne de beaucoup trop de choses. Et les gens qui font ça, les êtres qui font ça, c'est la dernière chose qu'ils veulent.
Puis on le voit dans le contexte qu'on est. Je ne sais pas à quel moment les gens vont écouter ce vidéo, mais on le voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer présentement après 2 ans d'un phénomène psychologique que les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Des gens qui se seraient jamais intéressés à strictement rien, aujourd'hui sont rendus, qui se posent des questions, remettent en doute beaucoup de choses. Même les choses qui ont en 2 pouces de leur nez, ils remettent en doute, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, 5 ou 10 ans. Fait qu'il y a, Exact. Et il y a d'ailleurs, beaucoup de choses qui je se passent. constate que les gens aujourd'hui ont besoin de parler et les langues se délient plus. Oui, Il y a l'énergie du moment est plus enclin à vouloir parler, à vouloir se confier, à dire ce qu'ils ont vécu. C'est comme s'il y avait eu une activation ou quelque chose qui font que les gens qui ont vraiment vécu quelque chose. Et d'ailleurs, je reviens sur le truc que chaque personne, pour moi, a au moins vécu quelque chose de bizarre dans sa vie. oui. Après, peut-être qu'ils l'ont pas remarqué. Peut-être que les gens qui sont pas là-dedans ne remarquent pas. Mais chacun a vécu au moins une chose, un phénomène particulier dans sa vie. Et on va revenir sur l'entité que tu as vue étant petit, parce que oui. on est allé loin. On a bifurqué pas mal. On a bifurqué pas mal. Mais est-ce que tu peux nous la décrire, cette entité? Qu'est-ce qu'elle te voulait? Est-ce qu'elle t'a parlé? Est-ce qu'elle t'a enseigné quelque chose? Du tout. Ben pour moi, l'événement en tant que tel, il a été présent. Il était assis au bout de mon lit, il me regardait par-dessus son épaule. Son espèce physique, un humain, pas de cheveux sur la tête, il a juste une caractéristique très particulière. C'est parce qu'on est en pleine nuit, les lumières sont toutes fermées. Et quand je l'ai perçu, c'est pas lui que j'ai perçu en premier, j'ai juste perçu que toute la pièce était illuminée en rouge. En rouge. Comme si j'avais une lampe avec une ampoule rouge allumée, là. Oui. Fait que je voyais toute la chambre illuminée en rouge, puis voyons, c'est pas supposé d'avoir de lumière, puis j'ai pas plus de lumière rouge. Fait que je me suis assis sur mon lit, puis il était là, assis sur mon lit en train de me regarder. Son apparence, c'est un humain normal, mais c'est juste que il y avait de la lumière qui émanait de lui. Puis toute la pièce en était éclairée. Fait que le temps de le regarder, de voir ses yeux, tu sais, un œil qui est en train de me regarder, il a pas l'air fâché, il a pas de sourire, juste bien neutre. Et la situation, tu sais, je suis pas, j'ai pas peur de ce qui se passe, mais tu sais, je suis comme confus là. Quelqu'un qui est là que je connais pas, mais c'est pas une présence qui est agressante ou agressive. Puis le temps de cligner des yeux, boum, c'est disparu. Puis c'était plus là. D'accord. Et la couleur de peau était comme nous, Ben, l'aspect humain ou tu ressentais ton je poids voyais la forme d'un humain. Je voyais la forme d'un humain. À savoir la couleur de la peau, je ne sais pas, puisque c'est de la lumière qui émanait de tout le corps. Fait que d'être capable de dire est-ce qu'il y avait une couleur de peau particulière, je pourrais pas te le dire. C'est comme s'il était blasté dans la lumière un peu. Puis on voit juste les silhouettes tu sais, de la forme des bras, la musculation, tout ça. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que c'est un être, potentiellement un homme, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Pourquoi qu'il est apparu là? Puis pourquoi ça s'est passé dans ma chambre? Oui. Et puis pourquoi c'était moi qui étais visé à travers tout ça? C'est toutes des questions qu'on se pose, puis que... Est-ce que tu as senti dans la matière qu'on s'asseyait vraiment sur ton lit? Non. Non? Non. Je pourrais même pas te dire si j'étais dans mon corps ou pas. Okay. Parce que c'est des questionnements qui arrivent par la suite avec le temps quand on vieillit. J'ai pas eu l'idée de me retourner voir si j'étais pas encore couché dans mon lit puis que j'étais sorti de mon corps. Parce que ça, c'est des trucs... je faisais de l'apnée du sommeil à ma jeunesse. Ça arrivait à des 12 minutes que j'arrêtais de respirer. Mais je suis toujours revenu. Mais mes sorties de cet état-là ont toujours été... tu sais, je cherche mon air, mais ce qui est en train de se passer, c'est que
je suis pas au moment présent, je suis dans une autre temporalité. Puis ce que je suis en train de voir sur les autres temporalités, c'est comme si je suis dans une autre enveloppe physique. D'accord. Donc, est-ce que c'est pas ton enveloppe corporelle de ta matière? Ça veut dire que tu ressembles à autre chose dans l'enveloppe, dans une Ben, autre je réalité? sais. Moi, je l'ai interprété de cette façon-là. C'est que j'ai eu des moments où ce que soit je reconnectais avec d'anciennes expériences, puis les anciennes expériences que j'ai connectées, j'avais deux formes physiques. Dans les deux cas, j'étais un homme, un humain, mais j'ai pas la même taille. Il y en a une où je suis immensément grand, il y en a une autre où je suis quasiment comme un Lilliputien. J'en étais quasiment arrivé à la conclusion que j'avais peut-être la capacité d'altérer physiquement de quoi que j'avais l'air là, en termes de taille, puis que je pouvais jouer au hasard comme ça. Sinon, l'autre portion que je voyais fréquemment, que je suis venu à la conclusion que c'était ma dernière incarnation avant d'en arriver à aujourd'hui, c'est mon dernier moment de décès. On m'a tué à bout portant par balle. Okay. Et j'ai reçu la balle poumon gauche dans le dos. À ma naissance, je suis né avec un souffle au poumon. C'est ça qui est freak, justement du côté gauche. Et ça serait dans quelle époque, ta dernière vie? Je pourrais pas te dire exactement, mais c'est sûr c'est quelque chose de récent parce que dans ce que je voyais, je vois des meubles en bois, je vois une lampe avec un abat-jour, puis l'espèce de commode, il y a une lampe au-dessus d'une commode, puis ça c'est sur un mur qui est en bois rond, comme si je serais dans un chalet ou dans le bois. Puis la sensation que j'ai, c'est qu'on m'a retrouvé et que la personne qui m'a retrouvé, je sais exactement c'est qui. Et j'ai même pas essayé de me retourner ou de me défendre. J'ai juste laissé faire parce que je savais qu'elle allait tirer de toute façon. D'accord. Mais je sais pas qui est la personne. Le seul souvenir que j'ai, c'est de voir la commode, la lampe, le mur, puis de savoir que j'ai une présence derrière moi. Puis je sens juste la balle qui rentre, puis après ça, je pars. Tout ça se met à tourner, puis c'est là que je suis comme en latence entre ce que je suis en train de voir et ma réalité physique où ce que je suis là. Je suis comme pogné en latence, puis je cherche mon air, je réussis pas à respirer jusqu'à temps que je réussis à prendre ma bouffée d'air, puis je reviens. Mais là, quand je reviens, je suis en sueur, puis j'ai quand même 6 ans. Là. Puis j'ai ma maman qui est en train de capoter à côté de moi. Je me suis déjà réveillé avec, à l'époque, télémédic juste à côté de moi, en train de m'ausculter, puis tout est le quête à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, ça, c'est devenu une normalité parce que, tu sais, il m'est jamais rien arrivé. À un moment donné, ma mère, à cette année, elle a arrêté d'appeler les urgences ou de capoter avec ça. Elle laissait aller les choses parce qu'elle savait que j'allais revenir de toute façon. Et qu'est-ce que tu me dis là? Ça me parle parce que moi, quand je venais de rentrer en gendarmerie et j'ai fait un rêve, mais pour moi, c'était la réalité. Okay. J'étais en policier à New York parce que je voyais les bouches d'égout là qui fumaient. Mm-hmm. Et je courais après quelqu'un. Et je lui demandais de s'arrêter. Il ne voulait pas s'arrêter. Et puis d'un coup, je rentre dans une ruelle. Justement, il y avait plein de fumée qui sortait des égouts. Et au moment, je le perds de vue et je cours là, avec l'effet tunnel. Et d'un coup, le gars sort d'un coin et il me met un coup de couteau. Sauf que le coup de couteau, je le sens. Et je me suis réveillé en sursaut, en sueur la nuit, avec le souffle coupé. Et je pouvais plus respirer. Et j'ai jamais compris, ben, tu vois, peut-être que tu vas me faire allumer des trucs en discutant avec toi. Peut-être que c'est les traces d'une vie antérieure, peut-être. Oui, parce que c'est t'as été gendarme dans ta vie-là. Ouais. Donc c'est rare qu'on va s'incarner trop loin de ce qu'on a toujours fait. Puis ouais. Je veux pas virer de bord l'entrevue là. Non, c'est ça.
Non, mais on Mais pourra en parler pendant des heures, c'est sûr. pourquoi t'es plus gendarme? Les consciences, la conscience OK. qui... Parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Ce que je me rappelle de toutes mes anciennes vies, j'ai toujours été un soldat, j'ai toujours été à la guerre. C'est ma première vie à laquelle je suis pas sur un champ de bataille. Je suis dans je vis une expérience de vie dans laquelle je me trouve dans une bataille, mais ça se passe plus sur un champ de bataille avec des fusils, des tanks et des avions. Ou des glaives et des boucliers, des choses comme ça. D'accord, ça se passe comment? Ben, on est en train de le vivre présentement. Mais sinon, c'est pour ça la question. C'est rare qu'on s'incarne et qu'on fait un autre métier de ce qu'on a toujours fait. Que tu sois avec une enveloppe charnelle féminine ou masculine, ça change strictement rien. Ça va toujours avoir attrait à les forces de l'ordre. Fait que c'est pour ça ma question de pourquoi tu n'es plus gendarme? Pourquoi tu n'as pas continué dans la même branche? Si potentiellement c'est peut-être quelque chose que tu as toujours fait. Parce que pour moi, ça ressemble tellement un peu à mon expérience que j'ai beaucoup de souvenirs de mes anciennes vies. Puis c'est la première vie où je suis pas en train de faire la même chose que je fais d'habitude. Puis je présume que pour toi, ça ressemble pas mal à la même chose aussi. Oui, mais après, il y a plein de choses qui... Tu sais, tu évolues dans la vie aussi. Donc, oui, t'évolues. Ben ouais, c'est tu comprends des choses, tu n'as plus envie de certaines choses. Ouais. Et puis ben, bien souvent, tu as un idéal aussi, tu as un idéal ouais. du métier qui, en rentrant, en étant dedans, là, tu te rends compte que c'était ta propre idée que toi, tu te faisais, ou parce que tu voulais apporter certaines choses comme la justice et tout ça, et que tu te rends compte qu'elle n'existe pas vraiment. Ben, ça, c'est des concepts pour que les choses brillent. Mais ma mère disait toujours, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Exact, exactement. Recentrons-nous sur, Donc, sur ce que vous voulez parler. Ouais. C'est ça. Donc suite à cet événement de cette entité qui s'est mise sur ton lit et qui a disparu par la suite, ben, ça l'événement en tant que tel, si je le prends décousu de tout le reste, c'est bien banal. Là. Je pourrais dire, j'ai trop mangé de chocolat le soir, puis j'ai eu un rêve bizarre, mais c'est parce que ces rêves-là ont continué et les rêves ont été récurrents. Donc, l'entité, je l'ai vue une seule fois, mais c'est après ça que tous les rêves récurrents ont commencé non-stop. J'ai eu beaucoup de moments de déjà-vu. J'arrivais dans des pièces, puis je regardais un endroit, puis voyons, me semble, je suis déjà passé par là. J'ai eu souvent l'impression que je suis pas en train de vivre ma vie, je suis en train de suivre le scénario, puis qu'à certains moments, j'ai à intervenir par moi-même, mais sinon, c'est comme un film qui se déroule. Là. Donc ça a été pas mal toute ma jeunesse de cette façon-là. Sinon, à des moments, je pouvais être en train de regarder par une fenêtre, puis à l'instant, j'étais parti, j'étais plus là. Mais c'est des choses que je suis trop jeune pour dire je me suis mis en état méditatif, puis j'ai sorti de mon corps, j'ai fait une sortie astrale ou j'étais un enfant. Ouais, c'est des choses qui se faisaient tout seul. Tu sais, il y a une fois que je suis sorti, puis en revenant dans mon corps, j'étais devant la fenêtre, puis il y avait une espèce de pulpe ou de comment qu'on appelle ça, là? Comme une genre de pieuvre, mais transparente qui était collée sur la vitre. Puis c'est pas le genre de truc là, que ça se promène par terre, partout. Là. On habitait en appartement là, au centre-ville de Québec. Là. Fait que c'est pas c'est le genre de truc que tu vas croiser sur le bord de la mer. Tu sais, les espèces de gélatine là, transparentes, là, je un peu vois, dans ce truc-là. Là. Ouais. Mais là, ça, c'était collé sur la vitre. D'accord. J'ai eu la peur bleue, là, mais Caroline, c'est parce que quelques instants avant, je n'étais plus là, là. J'étais parti sur autre chose. Je sais même pas combien de temps que j'étais pas là dans mon corps, mais en revenant dans mon corps, il y avait ça qui est apparu, là. Puis j'ai tellement crié, me semble, je me rappelle pas si c'est mon frère ou ma mère qui l'a enlevé mais c'était quelque chose qui était là vraiment physique.
Mais comment ça fait pour arriver là? Avant que tu sortes de ton corps, dans tes pensées, ça y était pas, on est d'accord? Non, c'était pas là. C'était pas des choses que j'ai vues. C'est quand je suis revenu. Ça avait aucun lien avec, même ce moment-là où j'ai été parti, je peux même pas te donner de détails, j'étais où. D'accord. C'est un moment vraiment d'inconscience, je suis totalement déconnecté. Où est-ce que je suis parti? Je le sais pas. Est-ce que je le sais pas parce qu'ils veulent pas que je me rappelle? Est-ce que parce que il y a des êtres qui sont venus me chercher puis j'ai été parti pendant un certain laps de temps puis ils m'ont ramené? Je pourrais pas te le dire. Okay. Je peux juste te dire que par la suite, les événements qui ont découlé, ben c'était un peu dans mon contexte de vie. C'est-à-dire que j'arrive à travers les autres enfants, à travers les autres personnes, où ce que je reçois des messages, où ce que j'ai l'impression que c'est des messages qui sont juste dans ma tête, que c'est moi qui pense à ces choses-là. Et en réalité, c'est les autres. Mais toute ma jeunesse. Télépathie, là. Oui, comme vraiment un côté sensoriel à laquelle, tu sais, t'as pas de distinction entre qu'est-ce qui est toi de qu'est-ce qui est pas toi. Okay. Tu n'es même pas au courant encore que toi, tu véhicules une énergie puis tu apportes quelque chose dans ce bocal-là d'énergie. Ça, c'est l'un des signes des personnes contactées, ça. Oui, je sais. Il y a beaucoup de gens, mais d'ailleurs, les deux personnes que j'ai reçues, Marc et Sonia, juste avant, et beaucoup d'autres abductés, parlent justement de quand ils reviennent ou quand ils sont contactés, à la fin de leur contact, ils arrivent à percevoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Oui. Ou que ce soit une interaction avec leur enfant, ou leur enfant avec eux, ou que ce soit avec des amis ou dans une foule. Et souvent, les abductés craignent les mouvements de masse, les foules, parce que c'est trop plein d'énergie, trop plein de pensées, trop plein de... Le pire des moments pour moi, c'est un 23 décembre ou un 24 décembre, puis il faut aller au centre commercial pour aller chercher un dernier cadeau. Ça, c'est la mort pour moi. Je veux rien savoir, c'est sûr que j'y vais pas. Parce que justement, il y a trop de monde, trop d'énergie différente, autant d'énergie positive, négative. Il y a des gens qui sont là pour une autre raison que pour acheter des cadeaux de Noël. Fait que non, c'est des passes, je suis vraiment pas capable. Puis tandis que dans d'autres types de bains de foule, mettons dans des types d'événements qu'on va faire, là, ça va être un petit peu plus facile d'être dans une masse avec plusieurs personnes, mais dans un contexte où ce que n'importe qui est là pour n'importe quelle raison, oublie ça, je suis pas capable. C'est sûr que je suis pas capable. Je vais virer agressif parce que je me sens comme dans un étau. D'accord. Et suite à ces contacts, est-ce que tu as eu d'autres capacités qui se sont développées? Ben c'est la capacité sensorielle à laquelle tu as plusieurs aspects qui se développent. Parce que, tu sais, c'est comme recevoir un signal, mais quand tu commences à décortiquer le signal, tu te rends compte que le signal est composé de plusieurs autres signaux. Puis quand tu commences à faire cette décomposition-là, ben il y a certains signaux qui sont là parce que toi aussi, tu résonnes dans la même fréquence. Puis tu as d'autres signaux qui sont là parce que tu en es l'opposé au niveau énergétique. Donc, chaque chose que tu ressens, quand j'étais jeune, je pouvais pas faire cette distinction-là. Alors, je te dirais que des fois, je me mettais à pleurer, puis je comprenais même pas pour quelle raison, mais je suis en train de pleurer. Comme dans d'autres moments, je suis totalement agressif, puis prêt à donner des coups. Puis à la base, je suis une personne passive, je suis pas une personne agressive. Mais d'où viennent ces énergies-là? Tu sais, c'est là que à la longue, ça s'est pas fait durant ma jeunesse, ça s'est fait à l'adolescence. C'est plus là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des choses qui venaient des autres. Puis ça me permettait en même temps de savoir qui est-ce qui me comptait de la merde de ceux-là qui me comptaient la vérité. Parce que tu es empathe alors.
En partie, oui. Je peux pas te dire, comme je t'ai dit, j'aime pas ça mettre des étiquettes. Oui. Parce que, tu sais, si je parle à certaines personnes, puis ils vont me dire, ah, ben toi, tu es un médium. Non, je suis pas un médium. Oui, j'ai peut-être des capacités médiumniques, mais ça fait pas de moi un médium. Je veux pas porter cette étiquette-là. À même titre que l'empathe, euh, j'ai des capacités empathiques avec les autres, de me mettre à la place des autres, de percevoir leurs émotions, leurs sensations. Ça peut aller aussi loin que ces personnes-là vont être en train de me raconter un moment très mouvementé de leur vie. Puis à partir du moment qu'ils commencent à ouvrir la bouche pour me le raconter, je suis en train de le voir dans ma tête, je suis en train de le ressentir, je sens les odeurs, je ressens les coups physiques qu'ils ont reçus. Puis ça se fait automatique, là. Ouais, c'est incontrôlable, c'est ça. Exact. Ben, c'est incontrôlable. Non, c'est contrôlable. Mais c'est juste que, à la longue, il faut que tu apprennes à maîtriser tes émotions puis ce que tu reçois des autres. Tu peux atténuer certaines choses que tu veux pas ressentir parce que ça t'appartient pas. C'est pas à toi. Mais quand tu n'es pas au courant que tu peux faire ces choses-là, ben, tu subis tout. Fait que ça peut t'amener aussi dans des états dépressifs, psychologiquement, mais pour des événements ou des énergies que c'est pas toi qui as reçues. On te les a juste transmis, mais c'est pas toi qui as vécu cette expérience-là. Mais par contre, ça te laisse exactement la même expérience que si c'est toi qui l'aurais vécu. Exact. Oui, je comprends. Puis, D'ailleurs, on parle puis aussi ça, de karma familial et tout ça aussi. Ça, c'est un truc important à comprendre. C'est que, tu sais, des fois, on nous raconte des trucs, puis on gagne de l'expérience à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais avec cet aspect-là, j'ai l'impression que c'est encore plus amplifié. Parce que, ben, allégoriquement parlant, mettons, je dirais, là, t'as pas vécu l'expérience, mais la personne, quand elle te l'a raconté, tu t'es immergé tellement dans l'expérience qu'elle a reçu des coups dans son expérience, puis toi, tu as quand même les bleus sur tes bras. Puis pourtant, c'est pas toi qui as vécu l'expérience. Fait que l'expérience des autres aussi te laisse une trace indélébile, surtout quand tu n'es pas en mesure de maîtriser ce que tu veux recevoir des autres puis de ce que tu veux pas. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on va expérimenter, qu'on va savoir les tenants et aboutissants, juste parce que on nous a transmis l'énergie. Puis ça, c'est tout des trucs que quand on est jeune, on s'en rend pas compte. C'est avec l'âge, c'est en expérimentant, c'est en faisant le guess de se tromper qu'on finit par comprendre qu'est-ce qui nous représente, qu'est-ce qui n'est pas nous, qu'est-ce que nous on apporte dans l'énergie, puis qu'est-ce que on baigne dans quoi comme énergie en réalité. Tu sais, il y a, comme je dis, il y a beaucoup d'aspects qu'on pourrait élaborer dans le détail, mais on en parlerait pendant 3 heures de temps, puis on n'aurait même pas fini de faire le tour de tous ces aspects-là. Parce que c'est la façon simpliste de le dire, on vit une expérience humaine, puis l'outil qui nous permet de vivre cette expérience-là, c'est le morceau de viande qu'on voit. Puis ce morceau de viande-là a des fonctions, a une façon d'interpréter les données à laquelle on doit comprendre parce que nous, on n'est pas le morceau de viande. On pilote le morceau de viande. Puis le morceau de viande, il y a des fonctions, puis nous, on doit apprendre à se servir de cette fonction-là, comme l'ego, comme... Exact. Donc, tu sais, faut vraiment tout décortiquer. Ben moi, dans ma vie, avant de parler publiquement, j'ai tout décortiqué ces choses-là à mes dépens. Avec les coups que j'ai reçus, le nombre de fois que je tombais au sol, que je me suis relevé. J'ai tout appris ça par expérience, par essai et erreur. Puis à cette époque-là, je jasais à personne. Je connaissais personne qui vivait les mêmes trucs que moi, là. J'ai eu à
à apprendre par moi-même. Puis, dans certains cas, faire un guess, de m'ouvrir la trappe à certaines personnes, puis de me taire avec d'autres. Puis, ça donne toujours que les personnes à qui que tu t'ouvres la trappe, c'est pas les personnes que tu aurais dû le faire. Fait que C'est ça, mais t'apprends de tes erreurs, tes expériences. Oui. Exactement. En tout cas, je peux te dire que ça a été très formateur. Je changerai pas l'expérience que j'ai vécue là pour rien au monde, même si je la souhaite à personne, mais je la changerai pas du tout non plus. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, on fait des choix dans la vie à laquelle on s'en tient. Ça devient nos valeurs. Ça devient notre façon d'être et de fonctionner. Et malgré que ça peut nous entraîner des problèmes, je préfère ça que de vivre dans l'hypocrisie. Exactement. Et tu restes aligné avec toi-même. C'est le plus important. Exact. Ben, tu sais, c'est que avant même de pouvoir respecter les autres, je vais commencer par me respecter moi-même. Tant aussi longtemps que moi, je me respecte, je suis en train de respecter les autres. Tout à fait. Puis me respecter, ça veut pas dire un ego démesuré, là. Me respecter, ça veut dire ça, je sais faire ça, je le sais pas, puis c'est toi qui en sais plus que moi. Ça, c'est de se respecter soi-même. Je respecte ce que je sais, ce que j'ai compris, ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai pas fait. Ben, j'essaye pas de l'inventer comme de quoi que je l'ai fait, là. Si quelqu'un d'autre a cette expérience-là, ben, j'ai le respect aussi de dire, ben, il y a des gens qui en savent plus que moi sur des aspects que j'ai pas expérimentés. Donc, ça, c'est les choix qu'on fait avec le temps quand on accepte de voir la réalité comment qu'elle est. Puis la réalité n'est pas, faut pas se fier au monde physique dans lequel on vit pour appréhender la réalité. Parce que je vais juste dire ça de même, là. Même Walt Disney accote même pas la réalité. Ça arrive même pas à la cheville. La réalité dans laquelle on vit, c'est un monde encore plus merveilleux qu'on peut le penser. Tout est devant nous, mais on est tellement aveugle qu'on voit pas la magie qui nous entoure constamment. Exact, parce que l'esprit est créateur. Exact. Et tu crées ta réalité, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que chacun a sa réalité, parce que le pauvre va avoir sa réalité pauvre, le riche, la personne qui n'est pas éveillée ou moins éveillée va avoir sa propre réalité. Quelqu'un qui est éveillé va aussi avoir sa réalité. C'est pour ça qu'on dit, ouais, mais toi, tu es dans le monde de l'ufologie, tu vois des ovnis partout. Parce que tu t'es branché sur un canal. Tu t'es branché sur quelque chose, une fréquence, quelque chose qui fait que tu vois des ovnis partout. Mais les ovnis partout, ou les aliens partout, c'est tellement vaste parce qu'au final, ça peut être aussi lié au paranormal, à des mondes parallèles. Ouais, mais ça. Tout s'entrechoque. Ça, c'est vite dit, là. Ça, c'est comme quand quelqu'un qui te dit que t'es complotiste. Oui. On te met dans un panier, mais qu'est-ce que ça veut dire? La personne elle-même qui te le dit, même pas la notion de comprendre ce qu'elle est en train de dire. Mais elle te met dans ce panier-là pareil ou elle t'attache cette étiquette-là. Mais, tu sais, même en ufologie, tu sais, on voit pas des ovnis partout, là. Tu sais, j'ai fait suffisamment de recherches et d'enquêtes pour me rendre compte qu'on passe plus de temps à trouver la raison cohérente de pourquoi ça se passe avant d'en en conclure que c'est un phénomène qui est étrange, hors de l'ordinaire. Puis malgré tout ça, on n'est même pas capable de dire officiellement que c'est des êtres qui viennent d'une autre planète ou que c'est vraiment un vaisseau spatial ou on peut juste confirmer qu'il y a un phénomène étrange, mais on peut pas confirmer l'exactitude du phénomène. C'est un peu dans c'est en recoupant des informations, en faisant des corrélations, que tu arrives à, on va dire chacun, comme je disais, chacun a sa part du puzzle. Oui. Après, on met notre pierre, on met notre puzzle, on met notre pièce, et puis on essaye de faire, de regarder un semblant d'historique, d'histoire. Mais bon, on n'a jamais la vraie vérité. Justement, c'est pour ça que cette chaîne sert à témoigner, à faire des témoignages, à écouter les gens pour que justement
les langues se délient et puis qu'on fasse des corrélations, qu'on apporte notre pierre à l'édifice, tout simplement. Exact. Mais comme je mentionne très souvent à l'émission, ne me croyez pas sur parole, doutez de tout ce que j'ai dit. Ne faites que prendre certains mots dans ce que j'ai dit parce que c'est des mots-clés. Faites des recherches sur ces mots-clés-là. Et les choses qui doivent venir à vous vont venir pour vous faire comprendre. Les choses que moi j'ai compris, il y a des personnes qui ont fait un chemin totalement différent du mien, puis elles en arrivent aux mêmes conclusions que moi, en n'ayant pas vécu la même chose, en n'ayant pas expérimenté les mêmes choses, mais on en vient aux mêmes conclusions. Les choses sont très, très simples. La vie est très, très simple. Ce qu'on est très, très simple. C'est grandiose, mais c'est très simple. On nous l'a toujours dit, mais on a encore de la misère à l'accepter. Parce qu'on vit dans un contexte d'illusion et de mensonges. Et tant aussi longtemps qu'on se reconnecte pas soi-même à notre cœur, à notre divinité, ça va être très complexe de voir la vérité où est-ce qu'elle se trouve. Mais elle est bel et bien là. Il n'y a rien qui est caché. La seule chose qui est cachée, c'est les différents filtres qu'on s'est mis devant nos yeux pour voir la réalité. Comme meilleur exemple, il y a une paire de lunettes qui s'appelle Ego, que tu peux enlever, tu peux la mettre de côté parce que c'est un outil, tu n'es pas obligé de t'en servir à tous les jours et à tout instant. T'as émotion et tu sais, les émotions, on est des bébites émotionnelles. Ça veut pas dire que cet outil-là, tu dois t'en servir pour tout. Tu sais, le fait qu'on est des êtres divins nous permet de faire des choix. On a le libre arbitre. On n'est pas obligé de se servir de la panoplie d'outils qu'on a. Tu sais, tu t'en vas, mettons, je te mets un exemple. Tu t'en vas jouer à un jeu sur ton ordinateur. Vas-tu démarrer ton Photoshop en même temps? Tu sais, tes outils de montage vidéo, tes outils de montage photo, mais tu t'en vas jouer à un jeu sur ton ordinateur. Puis sur le même ordinateur, tu démarres toutes ces choses-là. C'est inutile, tu vas engorger ton ordinateur pour rien, puis tu ne seras pas capable de jouer à ton jeu de façon décente parce que tu es en train d'approprier des ressources à quelque chose que tu n'as pas besoin. Ben, nous, en tant qu'humains, puis en tant qu'être divin, on fait la même maudite affaire. On charge des trucs qu'on n'a pas besoin dans le moment présent. Puis les choses qu'on a réellement besoin, ben on y alloue pas nécessairement toutes les ressources ou toute l'attention qui serait nécessaire. Fait qu'on passe notre temps à moffer l'essentiel de notre réalité ou de notre moment présent. Puis pourtant, on nous donne plein d'indices. Pas besoin d'être en pâte pour ça, là. Faut juste être assez en état de lâcher prise pour être en mesure d'être attentif, même à la petite pouche qui nous passe devant les yeux, là. Et d'ailleurs, elle est importante à percevoir. D'ailleurs, c'est dans le lâcher-prise qu'on fait des observations les plus folles. Oui. Parce que tu es à ton volant, tu dis, OK, je veux absolument voir un ovni, je veux voir un ovni, je veux voir un ovni, ou tu regardes le ciel, tu dis, tiens, peut-être oui, que mais je vais voir quelque c'est comme chose. si tu dis que je vais voir une Hyundai Accent, je vais voir une Hyundai Accent, je vais voir une Hyundai Accent. T'as un Toyota 4Runner qui a passé à côté de toi, qui est immensément plus gros, mais tu l'as pas vu parce que toi, tu cherches une Hyundai Accent. Exactement. Et puis, quand tu lâches prise, c'est-à-dire que tu es au volant et puis que tu es en état, parce que des fois, tu oublies, tu es dans ta route et puis ton esprit part. Et c'est à ce moment-là que tu es amené à voir des choses, parce que tu lâches prise. Oui. Et parce que et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, justement. J'aime bien ce que tu as dit, que ton esprit part. Il y a juste le mot esprit que je veux pas mélanger à ce concept-là, mais c'est tes pensées qui partent. T'évacues tes pensées. Ouais. Il y en a plus qui te submergent. Fait que là, tu es plus attentif aux détails. Même si physiquement, tu n'es pas en train de regarder en endroit où ce que ça se passe, c'est comme si tu le ressens
sais, c'est comme si tu es en train de rouler avec ta voiture, là, puis quelqu'un te donnait un petit coup sur la tête du bon côté pour aller regarder du bon bord. Puis ça s'est Exactement. produit juste à l'instant avant que le phénomène se produise. Fait qu'au moment où tu as tourné la tête, le phénomène se produit devant toi. C'est ça. Ça, c'est ce qui est le plus capoté, puis ça arrive pour à peu près tout, là. Parce que je pense que en faisant ça, quand ton mental, tu n'as plus de mental, puisque tu es dans tes pensées et puis c'est comme si tu partais un peu. Et j'ai l'impression que des fois, le contact est plus facile. Et d'ailleurs, quand les gens sont sur la route, il y a beaucoup d'abductés qui sont enlevés sur la route. Parce que Oui, t'es dans tes pensées, tu es oui. branché sur une autre fréquence, et là, ils se mettent à voir des choses, et puis la voiture s'arrête, et puis ça commence à partir. Ben, bien souvent, les gens s'hypnotisent eux-mêmes juste avec le bruit des pneus. C'est la Oui, raison pourquoi que quand on a un enfant en bas âge puis qui passe son temps à pleurer puis on a de la misère à le calmer, tu t'en vas dans la voiture, tu l'embarques dans son siège, tu t'en vas faire un tour d'auto puis 5 minutes après, il fait dodo, là. c'est vrai. L'enfant, lui, il est sur le lâcher prise. Il va se laisser aller puis il va s'endormir. Toi, en tant qu'adulte, tu vas combattre le sommeil. Ou même des fois, tu t'en rends pas compte. Mais à un moment donné, sur des longues routes, tu vas finir par toi-même t'hypnotiser juste avec le bruit de la voiture qui est cyclique, puis c'est un bruit qui est sourd, puis ça finit par t'hypnotiser. Fait que oui, tu tombes déjà en état, comme en état méditatif attentif, puis comme je disais tantôt, 90%, on ne voit pas les êtres à laquelle eux autres vont rayonner une énergie dans ce spectre-là de lumière. Nous, on les voit pas. Eux, ils nous voient. Est-ce qu'eux autres en profitent à ce moment-là pour faire des trucs? Est-ce que c'est nécessairement ufologique, un vaisseau qui est atterri, qui est venu nous chercher? Ou c'est l'image qu'on nous laisse de l'événement? En partie, c'est ce qui s'est passé, mais en réalité, c'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est le souvenir qu'on nous laisse pour pas que notre psyché parte en dépression ou en recherche de réponse à laquelle tu n'auras jamais accès pour le moment. Ouais. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, au niveau psychologique des gens, là, quand on réussit pas à trouver des réponses, le cerveau lui-même va essayer de faire des amalgames puis de trouver des réponses pour atténuer notre esprit ou notre conscience. Mais il arrive des moments où on n'est pas capable de faire ce process-là. Ce qui va faire, c'est qu'on va rentrer dans un état de traumatisme. Parce que quand ce contexte-là se produit, on n'est pas capable de trouver des réponses. Fait que ça c'est les moments, c'est là un peu que tu peux voir si l'expérience que tu as vécue, avec quel type d'être ça s'est produit. Ça veut pas dire que l'être est bénévolent ou méchant, mais il y a quand même une certaine conscience pour dire, ben, je vais laisser quelque chose à la place pour que le point A et le point C se regroupent. Au lieu de laisser que le point B soit n'importe quoi, je vais introduire une idée pour que le pont se fasse dans l'esprit de la personne, mais que la personne ne rentre pas nécessairement en psychose ou en dissociation cognitive, parce que là, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Exact. Fait que ça aussi, c'est des aspects, les aspects psychologiques sont très importants, surtout dans ces domaines-là, le paranormal et l'ufologie, parce que avec le temps, les différents témoignages que j'ai entendus, je le vois bien que le phénomène s'adresse à l'individu et non pas à l'humanité. Oui, parce en plus de vivre ta charge émotionnelle de ce que tu as vécu, tu dois aussi vivre avec la charge émotionnelle et les moqueries des autres Oui, à qui tu racontes tes expériences. oui.
Oui. Donc, et il n'y a personne aujourd'hui, même un psychologue ou un psychiatre, ne peut se mettre à ta place de ce que tu as vécu. Tu ne peux pas en Impossible. parler à tout le monde. Tu peux pas en parler à tout le Impossible. monde. À moins que ce professionnel-là ait eu ses propres expériences. Exactement. Il va lui permettre d'aller un petit peu plus loin ou avoir une meilleure compréhension de ce que toi tu vis. Mais c'est rare, mais c'est pas impossible. Il y a des gens qui sont dans ce domaine-là. Bien sûr. Oui, C'est non, des gens qui ont vraiment expérimenté des trucs parce que on est en mesure de trouver des gens diplômés en psychiatrie, en psychologie, et qui vont avoir un son de cloche très différent de ce que la psychiatrie commune va en dire de l'ufologie ou du paranormal. exactement. Donc, de toute façon, je vais péter une ballonne tout de suite, là. Il n'y a pas de consensus scientifique dans aucun domaine, de toute façon. Il n'y a pas de regroupement mondial pour dire, dans chacun des domaines, pour dire, ben ça, c'est les choses qui sont la vérité, puis ça, c'est les choses qui sont encore en expérience, puis qu'on n'a pas encore trouvé la réponse. Ça n'existe pas, ça. Tu sais, la science est parsemée de théories, dans certains cas vérifiables, et dans certains cas, elles ne sont pas vérifiables. Mais comme ça fait tellement longtemps qu'on parle de ces théories-là, sont devenues comme immuables dans le portrait de l'humanité, mais ça n'en fait qu'elles ne sont pas plus vraies pour autant. Comme la fameuse théorie de Darwin, que c'est encore une théorie puis qu'elle n'est pas encore prouvée. Il n'y a aucune information qui prouve que sa théorie était bonne. Par contre, si tu t'intéresses au personnage qui il était, ça te permet de remettre encore plus en question sa fameuse théorie. Surtout à l'époque, elle a été émise. Parce qu'avant que lui parle, il y en avait bien d'autres avant lui qui ont parlé. Mais comme par enchantement, les dires de ces gens-là ont tous disparu. Oui. Ben, l'histoire, on garde souvent des personnes qui plagient ou qui aussi, comment dire, bah, c'est un peu masquer certaines vérités. Oui. Je te mentionnerai juste comme ça 2 mots-clés, Albert Einstein et Henri Poincaré. Faites juste la recherche des 2 noms, là. Il y a un sujet qui les rattache tous les 2. Il y en a un qui a plagié, puis il y en a un qui a vraiment fait le travail, puis le travail qui a été fait, c'est le vrai bon travail en tenant compte du contexte dans lequel on vit. Et l'autre a simplement tassé quelque chose qui dérangeait pour être capable d'amener la propagande ou le narratif. Mais encore là, il faut s'intéresser à qui est le personnage, d'où est-ce qu'il vient, ça serait quoi son vrai nom? Parce qu'on a toujours l'impression que les gens se présentent toujours sur leur vrai nom. Ben non. Tu sais, c'est comme dire les artistes hollywoodiens, les noms qu'on a, c'est leur vrai nom. C'est rare que c'est leur vrai nom. C'est vrai, c'est vrai. Ben, quand on s'intéresse vraiment à quel est le vrai nom de ces gens-là, ben des fois, tu te rends compte que ces gens-là viennent de groupes de personnes à laquelle ils ont un agenda très spécifique à faire. Mais d'ailleurs, en parlant, je rebondis là-dessus et je vais faire une transition sur ce que tu viens de dire. Vas-y. Alors, pourquoi, et je voulais ton avis là-dessus, les États-Unis parlent aussi facilement du phénomène OVNI aujourd'hui, comme s'ils avaient toujours existé, alors que ça fait des décennies qu'ils essaient de discréditer le mouvement, oui, et qui moquent les gens, qui ont ridiculisé des gens. Oui. Donc pourquoi aujourd'hui, les États-Unis, il n'y a pas que les États-Unis, mais c'est pareil que ça a commencé, ont complètement changé de côté la façon de voir les ovnis et dire qu'aujourd'hui ça existe, que le phénomène est vraiment réel. Pour ce que tu parles présentement, dans le contexte dans lequel on est, effectivement, c'est à se poser de questions comment ça se fait justement en 30-40 ans de déni,
que du jour au lendemain, finalement, ils sont là. Puis en plus, il y a un vaisseau-mère qui s'en vient. C'est ça, exactement. Ça frise le ridicule, surtout pour une autorité de cette nature-là. Parce que, comment je pourrais dire, opinion personnelle, c'est encore le tour du magicien. Regardez ici pendant que vous voyez pas ce qui se passe juste à côté. Parce que, avant de parler directement de ce sujet-là, je vais faire une parenthèse sur l'ufologie et justement certains intervenants américains dans le monde de l'ufologie. Le personnage que je vais souligner, c'est pas le seul, mais c'est le plus flagrant parce que c'est le plus facile à trouver des informations à son sujet. Okay. Donc, Monsieur John Podesta. John Podesta est un personnage qui a gravité dans la sphère politique américaine au niveau du secret d'État. Et on a souvent entendu parler de lui dans les documentaires ufologiques. Il donne son avis sur qu'est-ce qui se passe au niveau technologique. Tu sais, il est toujours mêlé à des trucs en aspect avec l'ufologie. Mais ce monsieur-là est aussi mêlé à des trucs vraiment pas catholiques. Très sombre, oui. Exactement. À laquelle, je ne sais pas pour quelle raison il n'a pas été incriminé publiquement encore, mais les derniers enfants qui ont été agressés par lui et son frère ont fait une description très précise de leurs deux agresseurs. Et les deux agresseurs ont été identifiés comme John Podesta et son frère. Fait que ça, c'est des trucs qui sont en cours de justice, mais comme les médias grand public ne mentionnent rien là-dessus, c'est très caché parce que c'est un sujet beaucoup plus gros encore, qui va beaucoup plus loin, qui implique encore là d'autres personnages qu'on entend parler au niveau ufologique, mais qui font partie aussi de ce petit mouvement-là, comment on va dire, là, parce que je veux pas trop rentrer dans le détail, mais faites la recherche par vous-même. C'est assez facile de trouver les informations. Il y en pleut partout présentement. Donc, faites juste des recherches au niveau de trafic humain, le nom de ce personnage-là. Vous allez trouver tous les autres noms des autres personnages à lesquels sont reliés à ce sujet-là. Puis si on gratte assez loin le sujet, on va se rendre jusqu'à Montréal. Puis c'est pas des farces. Fait que je m'arrête là avec les mots-clés. Ça va être facile aux gens qui se donnent la peine de faire la recherche de trouver de quoi que je parle. Exact. Mais ces personnages-là, c'est des personnages qui sont aussi impliqués dans le monde ufologique. Donc, je reviens... Ce que tu dis est sourcé. Hein? Oui, exactement. Donc, je reviens à la fameuse annonce du Pentagone avec son vaisseau-mère et compagnie de pourquoi il en parle aujourd'hui. Ben, est-ce qu'il y aurait un potentiel il y a des mises en accusation qui doivent être révélées publiques et que pour minimiser l'auditoire qui va entendre ces informations-là, ils vont avec la carte de l'ufologie. Parce que, tu sais, tout le monde qui gravite dans le monde ufologique sait très bien qu'ils sont en train de nous préparer une divulgation. Puis le moindrement, ceux qui savent lire entre les lignes, ils savent très bien que c'est une fausse divulgation. Avec tous les nombreux projets qu'il y a en branle, d'hologrammes, la technologie où on en est rendu, les CGI. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu des images. Je sais pas si les gens ont vu passer les fameuses images où ce qu'on a faké l'arrestation de Donald Trump, ou ce que c'est des images qui ont été trafiquées par l'intelligence artificielle. En fait, me semble que c'est un réseau de médias qui a fait de la requête. Puis il l'a pas fait juste pour Donald Trump, il l'a fait pour plusieurs personnages, pour Joe Biden, pour d'autres intervenants au niveau gouvernement américain, Congrès et compagnie. Donc, c'était plus un jeu qu'ils ont fait. Puis quand les images ont été présentées, ça a été expliqué que c'est un fake, là. C'est pas vrai, là, que c'est des choses qui ont été altérées pour qu'est-ce que ça pourrait donner. Ces images montrent-elles l'arrestation de Donald Trump? L'ex-président américain est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno pendant sa campagne présidentielle.
Il a annoncé qu'il allait être arrêté et c'est ce que prétendent montrer ses publications en s'appuyant sur ses photos. Mais ces scènes n'ont jamais eu lieu. Ces images ont été créées grâce à l'intelligence artificielle et voici comment on peut s'en rendre compte. Premier indice, regardez ces mots qui apparaissent notamment sur les casquettes des policiers. Ils ne veulent rien dire. Deuxième indice, les visages des personnes ne sont pas réalistes. Ils sont flous et pas totalement formés. Troisième indice, on repère des incohérences au niveau des corps. Ici, l'ex-président américain semble avoir 3 jambes. Et puis, attention aux détails. Il est étrange que Donald Trump ait sur lui une matraque. Mais alors, d'où viennent ces images? Pour le savoir, on a fait une recherche d'images inversées. On les retrouve sur le compte Twitter d'Elliot Higgins, le fondateur du média d'investigation Bellingcat. Il explique qu'il a fabriqué ces images en utilisant Midjourney, un des outils qui permettent de créer des illustrations grâce à l'intelligence artificielle. Donc attention, car de plus en plus d'images de ce type émergent, mais avec quelques réflexes, il est encore possible de les repérer pour le moment. Pourrait donner. C'est parce qu'il y a des images aussi qui apparaissent au niveau ufologique avec des êtres, des petits gris ou des ci ou des ça, à laquelle que c'est des images de synthèse qui ont été créées de toutes pièces. On va donner des mots-clés, on va donner des images à laquelle l'intelligence artificielle doit intégrer dans ce qu'elle va modeler, mais elle va créer quelque chose qui n'est pas réel, mais qui vient de points de référence que c'est nous qu'on lui a fourni. Donc, ça a donné des images où tu as des gris qui ont l'air à donner la main à des autorités, mais ça, c'est des photos récentes. On peut se rapporter à des vieilles photos où ce qu'on voit des Winston Churchill donner la main à un petit gris. J'ai même vu passer la photo d'Augusto Pinochet du Chili donner la main à un petit gris aussi. Il y en a plusieurs de ces photos-là théoriquement vieilles qui devraient en partie refléter une réalité. Mais est-ce que à cette époque-là, l'image, est-ce que on pouvait créer ce genre d'image-là de toutes pièces? Après, il y a des montages qui sont plus ou moins bien faits. Oui. Mais aujourd'hui, la magie, déjà, je donne un truc à tout le monde. Quand tu prends une photo et que tu as l'impression qu'elle est truquée, tu la mets sur Google Images, la recherche elle se fait automatiquement et tu as la vraie. Oui. Exactement la vraie. Recherche par image. La recherche par image et tu as la vraie image qui apparaît. Exact. Et ça, c'est une façon de voir déjà si tu as affaire à un fake ou à une photo réelle. Mais oui, ça perd les gens parce que les gens sont complètement perdus avec un ovni. Et puis d'ailleurs, demain, tu vas faire la vraie photo avec un petit gris. À la maison, tu as un contact avec un petit gris. Tu vas faire un selfie avec lui, un vrai. Et les gens vont dire que c'est un montage. Personne ne te croira. Même si tu prends demain, aujourd'hui on dit oui, mais vos photos sont troubles. À chaque fois qu'on prend une photo en ovni, c'est trouble. Mais déjà, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs raisons pourquoi la photo elle est trouble, qu'on peut expliquer. Mais si elle est nette, par exemple, un ovni qui se pose et tout ça, on va dire que c'est un fake. Que c'est faux. On ne te croira jamais. Même si toi, au fond de toi, tu sais très bien que ce que tu as pris en photo, c'est réellement un vaisseau ou réellement une entité extraterrestre. Donc, pour moi, ils jettent la confusion en balançant des choses comme ça publiquement et en se servant des médias mainstream, grand public. Je vais surenchérir sur ce que tu parles avec un sujet qui est connexe. Je vais commencer par les mots-clés pour que les gens puissent faire leur propre recherche. C'est le sujet ciel de vanille, Vanilla Sky. Donc, quand on fait des recherches sur des photos historiques américaines ou un peu partout dans le monde, mais plus particulièrement les photos historiques des États-Unis, de l'époque de la fin 1800, début 1900, à l'époque où les grands édifices des États-Unis étaient en train de se construire, l'Empire State Building et compagnie. Donc, ces photos-là sont au musée Smithsonian aux États-Unis. Okay. Et pourquoi qu'on appelle ça les ciels de vanille? C'est que toutes les photos qui nous sont présentées, ils ont toutes des ciels blancs immaculés, mais d'un blanc uni à grandeur. Puis, quand t'as pas un œil averti, tu vas regarder les photos comme un touriste. C'est beau, c'est le même que ça se passait à l'époque, la construction. Puis, tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas de Photoshop.
ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de trucage de photos puis qu'il n'y avait pas de montage. Tu sais, à cette époque-là, les photos qui ont été prises, c'est avec de la photo argentique, la bonne vieille méthode. C'est juste qu'à cette époque-là, les négatifs qu'eux utilisaient, ben, tu sais, c'est pas les petits 35 mm ou le petit 110 mm de côté. C'était des négatifs qui pouvaient faire entre 48 pouces par 36 pouces ou pour les Européens, mettons un 3 mètres par 2 mètres pour avoir les deux axes. Fait que ça fait un négatif qui est immense. Donc, à partir d'un négatif qui est aussi grand, ben ça donne une plus grande possibilité à pouvoir le trafiquer, à pouvoir mettre plusieurs négatifs, puis à faire une composition d'images avec des couches qui se superposent, comme on fait aujourd'hui avec des logiciels. On superpose des couches, on joue avec des transparences. Ben à cette époque-là, les autres, ils jouaient avec des négatifs. Donc, pourquoi que je mentionne ça, c'est que dans ces fameuses photos-là officielles que vous pouvez aller voir sur le site du musée, c'est toutes des images qui sont publiques. Vous pouvez aller les télécharger, aller les voir par vous-même, mais regardez dans le détail la démarcation entre les fameux ciels de vanille et les portions de bâtiments ou le relief de l'horizon. Vous allez découvrir que de temps en temps, on voit des jambes, mais que le corps a disparu, a été totalement découpé. On va regarder un peu plus dans le détail le décor de la vie de ce qui se passe dans le contexte de la photo, puis on se rend compte qu'il y a des trucs qui ont été peinturés. Tu sais, il y a des choses qui sont incohérentes au niveau de la technologie. Tu sais, tu vas avoir des calèches impressionnantes, puis en même temps une voiture récente, et que finalement, est-ce que la photo, elle a toutes été prise la même journée ou c'est des photos prises en plusieurs journées, puis en fait, ils ont fait la composition? Mais le détail important, c'est que toutes ces photos-là ont des ciels immaculés. On le sait que c'est des montages. On le voit qu'il y a des trucs qui ont été coupés. On le voit qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés. Mais pourquoi qu'on veut nous cacher le ciel? Et voilà. Et d'après toi, quelles sont ces raisons pourquoi on veut dissimuler tout ça? Ou pourquoi on a modifié? Ben, je vais y aller avec l'idée qui a été mise sur la table par un certain monsieur Roch Saucker, que si les gens ont suivi un peu son travail, lui, dans son opinion, dans sa compréhension, il s'attarde au monde des zeppelins. Tu sais, ce qu'on peut se rappeler rapidement, on se rappelle pas l'Édimbourg, là, mais comment il s'appelle dans ce fameux zeppelin-là qui a brûlé? Lindbergh, qui a brûlé. Donc, à partir de cet événement-là, les vols en dirigeable, en zeppelin, ont été interdits, et puis la technologie a été rendue désuète. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est le zeppelin Goodyear aux États-Unis. Et puis, les gens qui ont des montgolfières, qui font des petits tours, vont monter à une certaine hauteur, puis vont redescendre, puis that's it. Mais dans les recherches qu'on fait, historiques, on se rend compte que le monde des zeppelins était beaucoup plus élaboré que ça. Il y a des bâtiments qui ont été construits en termes d'être une station d'accueil pour ces fameux zeppelins-là. Et ce qu'on découvre au niveau des plans des anciens zeppelins, c'était aussi gros que des bateaux de croisière et pouvait accueillir jusqu'à 800, 1000, 2000 personnes. Puis pour les plus gros, ça pouvait aller jusqu'à 4000 personnes dans le même zeppelin. Puis de recevoir des cargaisons, et il y en a des plus gros encore qui étaient en mesure d'avoir une piste d'atterrissage pour les petits avions sur le dessus. Fait que, est-ce que c'est farfelu? Est-ce que c'est une idée technologique? Ben, pas vraiment. Parce que l'armée s'est intéressée beaucoup à ces zeppelins-là. Il y a beaucoup de vidéos qu'on voit, qu'on a l'impression que l'armée américaine est en train de sortir une soucoupe volante d'un hangar, puis en réalité est en train de sortir un zeppelin qui est gonflé à l'hélium, puis qui est prêt à décoller, mais la forme que ça donne, on dirait quasiment une assiette avec une assiette bombée.
Donc, en poussant la recherche, ben, tu te rends compte qu'aujourd'hui, la technologie des zeppelins est très avancée. La technologie existe encore. Il y a des autorités comme la NASA qui utilisent beaucoup de zeppelins. C'est le principal consommateur d'hélium dans le monde. Et puis, pour quelle raison? Je comprends des ballons météo, là, mais être le principal consommateur d'hélium dans le monde, je comprends pas. Là. Ballon météo, tu en envoies quelques endroits. Théoriquement, on est supposé d'avoir des satellites pour surveiller ça. Puis pourquoi qu'on a besoin d'encore d'hélium pour garrocher des choses dans le ciel? Exact. Donc, je vais rentrer dans la partie spéculative parce que j'en ai pas la preuve, mais je continue à la rechercher. Imaginez juste un ballon, un zeppelin avec une belle carlingue en aluminium et avec des beaux moteurs MHD pour le faire propulser. L'hélium étant juste la portion pour l'affranchir de ce qu'on appelle la gravité. Mais plus on monte en altitude, il y a moins d'air, moins de friction. Donc, tu n'as pas besoin d'un grand moyen de propulsion pour aller rapidement. Est-ce que potentiellement, on pourrait confondre ces zeppelins-là technologiques avec des fameux signalements de cigares, les fameux cigares volants argentés, brillants comme un miroir, qui circulent très haut dans le ciel? Et d'après toi, ce serait quoi alors? Ça serait extraterrestre ou ça serait humain? Non, certains. non. Certains. Je te dirais que les vrais phénomènes qu'on pourrait concevoir ufologiques sont pas aussi communs qu'on le pense. Et ce qu'on voit plus de façon commune, c'est notre propre technologie à laquelle nous, grand public, on n'est pas au courant qu'elle existe, ou qu'elle a été altérée, ou qu'elle a continué à se développer, mais qu'elle n'a jamais été développée pour le grand public, mais pour le monde militaire ou le monde de la recherche plus occulte, c'est des technologies qui existent, qui est le commun. Tu sais, faut comprendre aussi qu'on tu sais, du côté militaire là, ou du côté des recherches, il y a des gens qui vivent dans leur site de recherche puis qui ne se mélangent jamais à monsieur et madame tout le monde. Il y a des choses qui se passent à certains endroits que le commun des mortels peut même pas y aller parce qu'il n'y a pas de route pour s'y rendre. Ah ouais, tout à fait. Fait que, c'est valable pour plein de choses, hein. C'est valable. Ben, fais juste regarder la surface terrestre de notre Terre pour te rendre compte que sur la surface terrestre habitable, on n'en occupe que moins de 10%. Puis tout le reste, là, c'est des terrains vagues, là, où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là. On présume que c'est vague parce que sur Google Maps, on voit rien. Ça veut pas dire que physiquement, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Tu sais, je vais ramener un vieux souvenir de l'émission Tout le monde en parle, pas la version européenne, mais la version québécoise, où il y a un artiste québécois, un monsieur qui s'appelle Tex Lacard, qui est en train de raconter un de ses souvenirs de retour de chasse. Le monsieur a son brevet de pilote. Donc, il revient avec son Cessna. Je ne sais pas si c'est un hydravion ou un Cessna. Mais bref, il revient du Grand Nord du Québec. Il revient vers chez lui avec son avion. Et pendant son vol, il a vu, c'était 4 ou 6 cercles blancs immenses, comme si ça aurait été des silos qui sont construits au sol, ou peut-être des soucoupes vues de haut, là. OK. Mais il y avait 6 cercles ou 4 cercles en plein bois, dans un coin où il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste d'atterrissage, il n'y a rien, il n'y a pas de base, il n'y a pas il n'y a aucune indication qu'il se passe quelque chose là. Fait que lui, dans sa tête, tu sais, il a rationalisé, c'est peut-être des silos que je suis en train de voir, mais qui est-ce qui a fait construire des silos à cet endroit-là? Puis comment ils ont fait pour amener les matériaux pour le construire, là? De haut, tu vois pas de route, là. C'est juste des arbres, là. Mais ça peut être aussi des zones militaires qui sont
Oui, qui ne sont pas dit au grand public. potentiellement. Ça peut être comme la zone 51, Exact. où il y a des interdictions, l'Antarctique, où tu n'as pas le droit d'y aller à certaines Exact. zones. Mais lui, il n'avait pas d'interdiction. Il n'a pas reçu de message radio en lui disant qu'il était en train de voler dans un secteur interdit ou une zone restreinte. Il n'a pas reçu aucun message. Il a juste vu ça. C'est pour ça qu'il trouvait ça un petit peu weird que, tu sais, ça aurait été des constructions secrètes. Théoriquement, il aurait reçu un message de zone restreinte puis de s'éloigner de la zone, puis potentiellement, il y aurait eu d'autres avions ou des hélicoptères qui se seraient approchés pour l'extraire de la zone pour qu'il s'éloigne au plus vite possible. Mais il n'y a rien de ça qui s'est passé. Il a continué son chemin, il a vu ce phénomène-là, puis il a poursuivi. Mais tu sais, qu'est-ce que c'est réellement? C'était-tu des soucoupes? C'était-tu des constructions? Ça n'en reste que c'est dans un coin où il n'y a pas âme qui vive. Mais il y a quelque chose qui se trouve là, dans un secteur où il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a pas de route. Et donc, ça, c'est au Québec ou c'est au Canada? Oui, ça, c'est au Québec. Mais on regarde ça partout sur la planète. Il y a plein d'endroits où c'est des grands boisés, des grandes aires, des grandes bandes de terre à perte de vue, mais que il n'y a rien là. Tu sais, puis c'est sûr que tu peux aller vérifier via Google Maps, mais avec la vue satellite, mais on le sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont masquées, là, qu'on nous montre pas nécessairement. Oui, c'est très mosaïqué. Quand tu regardes l'Antarctique, il y a des mosaïques de partout. Quand tu commences à regarder l'Arizona ou le secteur de la zone, l'Area 51. Oui, les zones militaires, ben ça, c'est un peu plus normal. Ça, c'est normal. Mais c'est normal pour éviter l'espionnage. C'est pour ça qu'on envoie des ballons sondes. Oui. Pour éviter la mosaïque. Oui, on s'achète des ballons en caoutchouc avec des drapeaux chinois dessus, puis on les envoie des airs. C'est ça, exact. Exactement. En tout cas, c'est le gag le plus ridicule que j'ai entendu, là, mais bon. Ça fait partie du scénario de la poudre aux yeux qu'on est en train de nous lancer présentement. Mais ça en reste que c'est mon opinion. Je laisse les gens de se faire eux autres mêmes leur idée. Exactement. Avec ce qu'on dit aujourd'hui, de toute façon, chacun fait son opinion. Oui. La plupart des choses que tu dis, de toute façon, sont sourcées. Oui. Vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, à vous de faire vos recherches. Je pourrais les montrer au fur et à mesure, mais ça rendrait la vidéo un petit peu plus longue et ça enlèverait la prémisse où chaque personne de pouvoir le découvrir par eux-mêmes. C'est ça. Parce que dans ce petit monde-là, dans ce domaine-là, il n'y a pas de secret. Il va falloir que tu te lèves de ta chaise puis que tu ailles faire ton propre chemin. Parce que tu peux pas juste suivre ce que les gens parlent de ce sujet-là puis en arriver à en faire une idée. Il va falloir que tu le recherches par toi-même. Exactement. C'est que on commence par de la théorie, par des documents, par des livres, mais tôt ou tard, l'expérience, ça vient nous chercher elle-même. Parce qu'on peut pas s'intéresser à ces sujets-là, puis passer à côté ad vitam aeternam sans jamais rien voir, là, c'est impossible. La seule chose qui fait que certaines personnes voient et d'autres ne voient pas, c'est à quel point qu'on est attentif aux détails. C'est ça. Parce que d'ailleurs, le domaine ufologique, pour en revenir un peu là-dessus, tu ne peux pas dissocier les taux, les boulons, la petite lumière dans le ciel avec les abductions, avec les contacts et avec la spiritualité. T'as peu. C'est vite dit. Parce que pour le taux, les boulons, là, quand on s'y attarde dans le détail, tu vois que les taux, les boulons ont évolué avec le temps. À partir du premier signalement jusqu'au, je veux pas dire le dernier, là, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas de signalement taux les boulons. On a surtout des affaires de boules de lumière et compagnie, mais si tu regardes l'historique qu'on a au niveau des taux les boulons, à travers le temps, le taux les boulons a beaucoup évolué dans sa forme, dans le détail, dans ci, dans ça. Ça évolue quasiment comme un chef-d'œuvre hollywoodien. Fait que je ne sais pas à quel point lui donner une certaine crédibilité au taux les boulons. Parce que. Il y a une question de fréquence aussi, parce que il y en a qui voient une sphère, par exemple au loin, lumineuse, plasma ou électrique, qui se rapproche.
mais en se rapprochant, en changeant ses fréquences, ça devient un objet matériel. Oui. Il y a ce phénomène-là aussi que de certains contactés qui voient ça aussi. Oui. C'est parce que, comme je disais tout à l'heure, faut pas dissocier l'outil qui te permet de vivre l'expérience et le phénomène en tant que tel. Puis l'outil qui nous sert à vivre l'expérience, lui, peut être altéré de plusieurs façons. Fait que, est-ce que le phénomène qui est perçu versus la réalité, c'est la même chose ou c'est quelque chose qui est trafiqué? Je vais m'expliquer un peu plus. Ouais. Parce qu'au niveau des différents signalements de lumière qui s'approchent, là, comment des mortels a de la différence à faire la distinction entre une lumière au LED, une lumière incandescente, la lumière d'un hélicoptère ou tu sais, je te rappelle que sur le pilote automatique, l'humain, là, il est comme le chevreuil. Là. Quand il voit une lumière sur l'autoroute, il a tendance à s'arrêter puis il arrête de réfléchir là, jusqu'à temps que la voiture frappe le chevreuil. Fait que, tu sais, l'humain, faut pas que tu oublies que l'humain, là, c'est un animal à la base. Là. On est capable de communiquer entre nous autres avec un langage, on est capable de faire des dessins, ce que les animaux sont pas capables. Ça veut pas dire que nous, on n'a pas d'automatisme animal quand arrivent certains phénomènes. Fait que, tu sais, est-ce que celui qui est en train de vivre l'expérience, il est manipulé à distance parce que ces technologies-là existent? Il y a une technologie récente, si tu me donnes juste un petit instant. La technologie s'appelle Voice to Skull Tech. Donc, de la voix au crâne, la technologie de la voix au crâne. D'accord. C'est une technologie qui permet de faire vibrer le crâne d'une personne, puis elle va entendre une voix. Mais ça, c'est quelque chose qui est provoqué. La personne, de la façon qu'elle perçoit, c'est comme si une entité est en train de se parler, là. Je pourrais, mettons, mélanger le channeling, beaucoup de choses. Tu sais, ça, c'est la technologie qui permet de transposer la voix à distance dans le crâne d'une personne. Mais est-ce qu'on est capable de faire beaucoup plus que ça? Altérer sa perception puis de pousser une image qu'il n'est pas en train de voir. Oui, je sais que certaines entités, oui, peuvent le faire, ça. Oui, entité, mais humain. Humain, ben, s'il y a des traités cachés entre les humains, les gouvernements et les entités exogènes, oui. Forcément, il y a eu des échanges. Si aujourd'hui, on a un iPhone et qu'avant, on avait un magnétoscope. Avant même les iPhones, tu fais juste t'intéresser aux Babyloniens, aux Égyptiens et compagnie, il y a combien de personnages et de déités avec des têtes de chiens, des têtes de reptiles, puis tu sais qu'on le voit très bien qu'il y a des êtres qui nous ressemblent pas, tu sais que certaines caractéristiques comme les nôtres, mais d'autres qui ne ressemblent pas aux nôtres, mais qui c'est des personnages qui ont l'air d'avoir interagi avec l'humanité. Puis ça, c'est peu importe la civilisation que tu regardes, il y a des traces d'êtres qui ne sont pas communs comme l'être humain, mais qui interagissent avec nous autres. C'est vrai. Tu sais, fait que avec le temps, le vocabulaire a changé, mais le phénomène a toujours été là. Tu sais, il y a des gens qui vont me parler, mettons, d'un extraterrestre qu'ils ont vu, puis l'autre, ils vont me parler d'un archange. Puis les deux ont vécu le même phénomène, mais la façon qu'ils l'ont perçu est totalement différente. Et oui, parce que sachant que les entités s'adaptent aux croyances de la personne souvent. C'est plutôt l'inverse, c'est les croyances de la personne qui altèrent la perception. Aussi, je pense qu'il y a les deux. Parce qu'on se sert de la croyance, s'ils ont la capacité, on va dire, de rentrer dans ton cerveau. Okay. Tu crois en n'importe quelle religion, tu crois par exemple pour la religion catholique, parce qu'on va parler de cette religion-là, tu crois en Jésus, ou en la Vierge Marie, ou tout ça. Ben, toi, eux, s'ils veulent t'approcher déjà pour ne pas te faire peur, est-ce qu'ils vont prendre une certaine image qui va te rassurer, comme où certains, les enfants, par exemple, ça va être un nounours ou
ou licorne, ou je sais pas, ils prennent cette forme-là pour pouvoir approcher la personne pour éviter la peur. Après, tu en as, ils vont utiliser la peur pour mieux te contrôler. Oui. Il y a différentes sortes. Mais c'est justement là-dessus que ma perception est différente. Parce que l'être en tant que tel peut émettre juste la fréquence qui est nécessaire, mais on a déjà tout en nous pour appuyer cette fréquence-là. Donc, on va voir notre père décédé, notre mère décédée, notre grand-père, on va voir Jésus, l'archange Michael. Tu sais, lui, il s'en fout que c'est quoi l'image que tu veux lui donner. Il va juste t'émettre l'énergie qu'il a besoin pour que tu aies l'impression que c'est une image bénévolente qui se présente à toi, pour pas que tu aies peur. Ça veut pas dire que l'être qui est en train de faire ça, il est gentil ou méchant, là. Mais il a juste besoin de rayonner cette énergie-là pour que nous, on réagisse en fonction. Mais il sait pas c'est quoi l'énergie c'est quoi, quelle image va être rattachée à cette énergie-là. Lui, il fait juste la émettre. Fait que c'est pour ça que, pour moi, quand les gens me disent j'ai vu un tel ou j'ai vu un tel, ben ça, c'est dans leur croyance. Mais par exemple, pour en faire la transition, la superposition sur mon Marc, oui. Lui a eu une apparition mariale. Oui. Pourtant, il ne croit pas du tout en religion catholique, dû par son passé. Donc, comment quelqu'un peut définir quelque chose qui apparaît réellement comme le phénomène d'apparition mariale, sachant qu'il n'y croit pas du tout, il n'a aucune connaissance là-dessus parce qu'il ne s'est jamais intéressé. Tu comprends? C'est là où ça devient plus complexe, parce que tu te dis quelqu'un qui est à fond dans la religion et voit le phénomène marial, pour toi, ça va te paraître normal parce que finalement, il veut voir ce qu'il veut voir. Ben pour moi, c'est très, très facilement explicable. Je te dirais que la religion a volé des symboles qui appartiennent à l'humanité dans ces phénomènes qui sont tout à fait naturels. OK. Ouais, ça a du sens. C'est juste que la religion s'est appropriée des trucs, mais c'est loin d'être religieux. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu es un catholique, là. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu as été baptisé, là. Tu peux croire en Dieu sans nécessairement avoir une étiquette. C'est la raison pourquoi je déteste les étiquettes. Parce que j'aime pas être limité à des bornes. Parce que croire en Dieu, ça représente tellement de choses, mais tellement de choses. Tu sais, si on veut, si je voudrais comparer Dieu à quelque chose, là, je prendrais de l'eau. Mais l'eau n'est pas encore Dieu. On baigne dans des eaux, mais c'est des eaux plutôt énergétiques. Fait que la rencontre mariale, ça, c'est parce que dans notre monde physique, on a un vocabulaire qui attribue cette forme-là à la religion. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Par contre, l'être qui s'est présenté à Marc, il vient faire quelque chose dans son expérience de vie à lui. Tu sais, ce que je mentionnais tantôt, le monde paranormal, le monde ufologique, les phénomènes que les gens vivent, c'est individuel, là. Ça ne s'adresse pas au collectif, à l'humanité, là. C'est plutôt Marc que lui est rendu là, à vivre des expériences, des choses à expérimenter, des choses à lui à prendre conscience avec ce phénomène-là qu'il a vécu. On lui attache un vocabulaire pour être capable de l'expliquer aux autres. Mais l'explication la plus importante, c'est pas celle qu'on donne aux autres, c'est celle que Marc va trouver lui-même dans le phénomène qu'il a vécu. Ça, c'est l'aspect qui est le plus important. On devrait plutôt s'attarder au changement, pour les gens qui connaissent Marc, de voir le changement de vie ou de chemin ou de sa façon d'être qui a changé depuis ce phénomène-là, que de s'attarder réellement au phénomène. Parce que le phénomène est là pour nous aider à nous développer, et qu'on devrait plutôt s'attarder aux conséquences que le phénomène entraîne et non passer notre temps à essayer de regarder le phénomène puis le décortiquer. Parce que le phénomène nous laisse toujours une trace,
tous les gens que j'ai rencontrés qui ont vécu ces phénomènes-là ont tous eu des traumatismes, des bons traumatismes comme des mauvais traumatismes. Tu sais, à même titre que des gens vont vivre un accident de voiture, vont être dans le coma pendant 3 semaines de temps, vont vivre une expérience de mort imminente, puis ils reviennent du coma, puis ils reviennent avec des histoires, je vais dire ça rapidement, farfelues, mais ils ont vraiment vu des choses à laquelle c'est inexplicable, puis on peut même en trouver des preuves. Mais ces gens-là, quand ils reviennent plus jamais comme ils étaient avant, là. J'en connais qui sont revenus puis ils ont changé de sexe, là. Ils ont changé d'allure physique parce que les autres, non, je suis pas un homme, je suis une femme. Puis c'est pas juste quelque chose qui se passe entre leurs deux oreilles. Ils vivent de cette façon-là, là. Fait que, tu sais, à même titre que j'ai vu des gens qui ont vécu des phénomènes ufologiques puis qui vont passer aussi par ce même chemin-là où ils vont avoir une grosse job de rétrospection en eux-mêmes, des choix de vie qui sont faits, qui bien des fois vont à l'encontre de ce qu'ils avaient comme vie auparavant. Il y en a beaucoup qui changent du tout au tout, là. Des gens qui étaient avec la BMW, le chalet, la maison, le chien, les voyages à toutes les années, 4-5 voyages, bang, l'événement arrive. Puis du jour au lendemain, ils ont tout laissé tomber, la grosse voiture, la grosse vie, puis ils en viennent juste à des choses plus essentielles. Ils s'achètent un motorisé, s'en vont faire la tournée du monde à se promener, mettons, aux alentours des États-Unis. Ils vont affronter la vie, ils vont s'affronter eux-mêmes. Puis tous ces changements-là ont eu lieu à cause du phénomène. Fait que, est-ce qu'on a-tu vraiment besoin de s'attarder nécessairement au phénomène en tant que tel, ou on devrait aussi intégrer la conséquence que ce phénomène-là a fait aux gens qui ont vécu ces événements-là? Parce qu'autant moi, autant Marc, autant tous les gens qui ont vécu des trucs, n'est pas me compter de la merde en me disant que ça n'a strictement rien changé dans leur vie. Puis qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire semblant comme s'ils n'ont rien vu, puis ils continuent leur petite vie normale dans le système aliénant dans lequel on se trouve. C'est impossible. Impossible. Tu as vraiment vu quelque chose, là? Tu n'es pas capable de faire semblant que c'est pas là. Puis tu n'es pas capable de faire semblant qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la réalité dans laquelle on vit. Exactement. Et justement, on va finir là-dessus. Toi, tes observations les plus bizarres que tu as vécues, qu'est-ce que tu en tires comme conséquence et comme leçon? Et est-ce que tu peux nous raconter cette observation la plus bizarre? L'observation la plus bizarre, c'est lors d'une enquête où on est allé dans le secteur de Donnacona, Portneuf. On a passé une soirée en observation dans un secteur qui s'est passé des trucs. Le fameux phénomène ne s'est pas présenté, on n'a pas été en mesure de le voir. Ça ne veut pas dire que durant la soirée, il ne s'est rien passé. Ça en est tout loin. Qu'on se fasse raconter des trucs, c'est une chose. De les vivre, ça en est une autre. L'endroit où on se trouvait, c'est un champ pour les cultivateurs. Puis il y a une portion du champ qui a été transformée comme en terrain de chasse pour les volatiles, les faisans, les trucs comme ça. Okay. Puis il y a un petit étang dans ce coin-là, puis c'est là que comment on a dit ça, notre témoin a vu des êtres rentrer et sortir d'une espèce de petit étang. Intéressant, ça. Okay. On a fait l'observation, on est allé vérifier, on n'a rien trouvé de concluant, mais c'est pas la première fois que ça se passe de cette façon-là, qu'on arrive sur place puis qu'on trouve rien de majeur. Mais durant la soirée, on a fait un peu d'observation.
il y a eu un moment où on a commencé à sentir une présence. On a essayé de voir un petit peu d'où ce que ça venait. On a eu l'impression de percevoir des ombres. Mais c'est au moment où ce que ça s'est produit. On est en pleine soirée, pas trop loin de l'autoroute 40. Donc, on est supposé d'entendre les véhicules qui se promènent en soirée, 11h, minuit environ. Il y a quand même des camions qui se promènent. On entend les grillons, on entend le vent, on entend beaucoup de choses dans la nuit, là. Puis, Oui, tu sais, bien vu sûr. que... Bien sûr, bien sûr. Et encore plus la nuit, parce que la nuit, il y a moins de bruit. Donc, les moindres bruits, on les entend plus Il y a moins facilement. d'interférences, exactement. Exactement. Donc, quand arrive un moment où tu ressens quelque chose, puis là, tu tombes dans un calme immaculé. Tu n'entends pas de véhicule, tu n'entends pas de grillon, tu n'entends pas de vent, tu n'entends même pas les brindilles voler au vent. Tu n'entends rien, c'est le silence plat. Pendant un bon 30 secondes, c'est comme si le temps venait de s'arrêter. OK. Ça a été c'est pas que le moment est apeurant, là, mais le moment saisit. Parce que tu ressens quelque chose, puis tout ton environnement vient de s'arrêter, là. Fait qu'il se passe quelque chose. On n'a pas réussi à le voir, mais on le sait qu'il s'est passé quelque chose. OK. Est-ce que vous aviez eu un temps manquant ou même pas? Non, il n'y a pas eu de temps manquant. C'est sensoriel. C'est juste oui, sensoriel. que tout s'arrête en même temps, puis on était 3 personnes. Fait qu'on est tous les 3 à percevoir exactement le même phénomène qui est en train de se produire. Puis, tu sais, on est à différents endroits sur le terrain parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose, puis on se dirige dans des directions différentes pour essayer de couvrir le plus de terrain possible. Pour s'il y a quelque chose, qu'on ait le temps de le voir, au minimum. Tu sais, on le sait que c'est pas facile de réussir à prendre une photo ou de prendre des preuves. Puis, tu sais, au bout de la ligne, plus tu recherches là-dedans, plus tu t'en envies à un moment donné que tu t'en fous des preuves. Parce que tu n'es plus dans la croyance, tu es dans le savoir. Il y a une distinction entre la croyance et le savoir en passant. Quand tu es dans la croyance, c'est parce que tu n'as aucune preuve, là. Tu fais juste croire sur parole. Moi, ça fait longtemps que je suis plus dans les croyances. Je suis plutôt dans le savoir. Parce que j'en ai vu, parce que j'ai expérimenté. Je crois plus que ça existe. Je le sais que ça existe. C'est pas la même chose du tout. Mais ça c'est, je te dirais, c'est une des saisissantes. Parce que mes trucs, je les vis tout seul. Puis de vivre le phénomène avec d'autres personnes en simultané, c'est encore plus saisissant. Parce que même si ça fait longtemps que tu gravites là-dedans, quand tu vas travailler tout seul, tu n'as personne d'autre pour appuyer ce que tu viens de voir, ce que tu viens de découvrir. Ça n'en reste encore que même si tu as pris une photo, tu as fait une vidéo, tu t'es pris des notes, tu vas toujours avoir un petit coon qui va te dire « Ah, c'est du fake, c'est du montage, c'est pas vrai, puis patati patata ». Fait que, tu sais, à un moment donné, t'en en finis que regarde, je vais exposer les choses qui sont à exposer. Prenez si ça vous tente. Je m'en fous que vous le croyez ou vous le croyez pas. Moi, je sais exactement ce que j'ai vu, puis où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Exactement. Mais c'est pour ça que, encore une fois, j'ai créé cette chaîne. C'est pour que les gens soient eux-mêmes, ils expliquent, les gens se font leur propre idée. Mais, justement, qu'il y aura beaucoup de témoignages dans cette chaîne et les gens verront que beaucoup de gens vivent des choses et qu'on ne peut plus nier tout ça. C'est terminé. En tout cas, Kevin, je te remercie pour ton temps que tu m'as accordé. J'espère que les gens qui te suivent vont trouver intéressant les trucs que je leur apporte. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, ne me croyez pas sur parole. J'ai prononcé beaucoup de mots. Marquez juste les mots, c'est des mots-clés. Recherchez par vous-même. La meilleure façon de comprendre, c'est de faire le chemin par soi-même. Il n'y a pas de secret. Vraiment pas. Et c'est une belle fin. Et juste, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et Carole, qu'on fait un coucou à Carole Lozé? Ben, je vous dirais, pour tous les samedis, vous pouvez nous retrouver sur les ondes de CGMD 96.9. Donc, c'est une station à Lévis. Donc, pour les gens qui ne sont pas d'Amérique, vous pouvez aller sur le site Internet de CGMD 96.9.ca
et vous avez en haut à droite un bouton live. Donc, les samedis, il faut juste s'assurer, à cause des décalages horaires, que vous êtes sur la bonne plage horaire. Nous, ça se passe de midi à 14 heures, heure du Québec. Donc, je pense qu'il y a environ 2 heures de différence entre l'Europe et nous autres. Mettons, pour Paris. Il y a 6 heures, ouais. 6 heures. Et quand il y a un changement d'horaire, comme là récemment, il y avait 5 heures de décalage. Exact. Donc, juste vous assurer que selon votre fuseau horaire, vous êtes dans le bon... si vous voulez nous écouter en live, sinon, vous avez toujours la possibilité d'écouter les podcasts. Donc, dès qu'on termine notre émission, l'émission et vous avez un audio pour pouvoir la réécouter par la suite. Donc, pour les gens qui vont nous découvrir, vous avez déjà 5 ans de podcast. Et pour les dernières années, vous avez une émission aussi qu'on produit qui est la Zone Insolite, où ce que plusieurs intervenants ont leur bloc de 2 heures pour venir parler de leurs travaux, de leurs recherches, comme un de tes collègues, Éric Tessier et Gianni Charureau, qui viennent faire leur mise à jour de MUFON International, l'édition internationale francophone, donc qui regroupe la francophonie. Fait que, tu sais, ça permet justement à différents intervenants qu'on voit au niveau du net, mais qu'on ne voit pas sur les ondes publiques. Là, ben, on entend parler de ces sujets-là sur les ondes publiques. C'est ça. Donc, et j'ai eu la chance que vous m'ayez donné la chance de pouvoir m'exprimer, justement. Et Eric aussi. Et donc, je vous rends l'appareil là-dessus pour vous écouter, parce que vous avez aussi une histoire et elle est très intéressante, oui. Justement. C'est une des façons pour nous suivre du côté de Zone Parallèle. Sinon, pour ma part, j'ai quand même une page publique au niveau de Facebook qui s'appelle Steve Z. Vous allez voir une face de petit gris avec des bobettes pour faire d'office des yeux. Donc, je suis un petit peu farfelu de ce côté-là, ufologique, parce que comme les gens ont pu comprendre, je m'attarde pas juste à l'ufologie, je m'attarde à beaucoup de sujets. Donc, sur ma page publique, je parle de beaucoup de trucs, je partage beaucoup de vidéos et de textes, d'images, autant historiques, autant de technologies, autant de trucs pharmacologiques. Il y a beaucoup de trucs sur les parasites et des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment un amalgame de beaucoup d'informations, mais même si les gens vont avoir l'impression que tout ce que je publie a aucune cohérence entre eux autres, tout est relié. Puis il n'y a rien qui est fait au hasard. Merci beaucoup, Steve. Merci pour... c'est moi qui t'en remercie. Pour avoir accepté mon invitation. Et puis, de toute façon, on se revoit très bientôt. Oui. Je remercie tout le monde qui nous écoute pour votre soutien, parce qu'on a reçu jusqu'à présent 0 commentaire négatif. Et pas mal de gens est intéressés, justement, parce que pas tout le monde veut témoigner, que ce soit à visage découvert ou à visage dissimulé. Donc, rien que le fait d'écouter d'autres témoignages, ça les aide énormément. Et ça, j'en suis ravi. Même si on n'aide qu'une seule personne, j'en serais extrêmement heureux. Juste une d'atteindre, le travail est déjà fait. Exactement. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se revoit bientôt. Merci à toi. Donc, seul, on va vite et ensemble, on va plus loin. C'est une grande phrase. Oui. Bye bye, Steve. Bye bye.